Passons maintenant à une découverte incroyable à l'étranger, une série élaborée de monuments en pierre qui auraient été cachés pendant des milliers d'années, un millier d'années non loin du célèbre site de Stonehenge. Aujourd'hui, une nouvelle analyse montre que la pierre d'autel emblématique de 6 tonnes, située au cœur de Stonehenge, provient du nord-est de l'Écosse. Stonehenge a gardé le silence pendant 5000 ans. Chaque érudit qui a parcouru le site est reparti avec une théorie et un point d'interrogation. Puis en 2026, une équipe de recherche a arrêté de discuter et a fait quelque chose de différent. Ils ont confié l'intégralité du monument à une IA. Chaque analyse, chaque enquête, chaque mesure géologique recueillie au cours de 3 siècles d'études et lui a donné une instruction: trouver ce qui manquait aux yeux humains, comparer la chimie de cette roche avec des échantillons provenant du sud de la Grande-Bretagne où l'on trouve également des pierres sarcènes. En faisant cela, nous sommes en mesure d'identifier une correspondance chimique directe. Ce qui est revenu n'était pas une confirmation de ce à quoi on s'attendait. Les chiffres ne décrivent pas un monument grossier assemblé par les peuples du Néolithique grâce à leur foi et à leurs efforts. Ils décrivent quelque chose construit avec un niveau de précision, de délibération et de connaissance intégrée que la simple histoire n'a jamais pu rendre compte. Le monument qui ne devrait pas être là. Commencez par l'emplacement. Stonehenge s'élève dans les plaines crayeuses de Salisbury en Angleterre à 90 miles au sud-ouest de Londres, au milieu de terres agricoles, plates d'une manière qui a énervé les gens pendant très longtemps. Pas parce que c'est frappant, même si ça l'est, parce qu'il ne correspond pas au monde dans lequel il se trouve. Regardez de quoi il est construit. L'anneau extérieur est en pierre sarcène, des blocs de plus de 20 pieds de haut, chacun pesant 25 tonnes, transportés depuis Marlborough Downs à environ 20 000 au nord. Puis coiffé de linteaux horizontaux verrouillés en place à l'aide d'assemblages à tenons et mortaises et de connexions à rainures et languettes, le genre de menuiserie qu'un artisan sculpte dans des meubles en bois dur taillés ici dans la roche solide par des personnes qui, selon le récit standard, ne disposaient d'aucun outil métallique pour le faire. À l'intérieur de cet anneau se trouvent les pierres bleues, plus petites, pesant toujours jusqu'à 4 tonnes chacune, et ils venaient des collines de Preseli au pays de Galles à 140 000 de là. Pas de route conçue pour ce genre de charge, pas de grue, pas de fer. Asseyez-vous avec cela pendant un moment car c'est le détail que tout le monde a tendance à se précipiter. Les équipes d'ingénierie moderne dotées d'équipements hydrauliques et d'acier de précision transpirent encore en déplaçant un seul bloc de 25 tonnes. L'explication du manuel: les rouleaux de rondins, la corde, les rampes de terre, des générations de travail patient ont toujours fait avancer l'histoire tout en s'efforçant tranquillement sous son propre poids. Et le voyage gallois, 140 miles à travers des collines et des rivières, des pierres de 4 tonnes déplacées par des muscles et des cordes et tout ce qui pouvait flotter. Personne ne conteste que cela s'est produit. Les pierres sont là. La question à laquelle l'IA revenait sans cesse n'était pas de savoir comment ils étaient déplacés. C'était la raison pour laquelle ces pierres valaient la peine d'être déplacées. Pendant la majeure partie de l'histoire, les gens ne croyaient pas que les agriculteurs néolithiques avaient construit cela. Les écrivains médiévaux ont attribué le mérite à Merlin et aux géants parce que le monument semblait nécessiter quelque chose de plus grand que des mains humaines ordinaires. Nous avons arrêté de prendre cela au sérieux une fois que la datation au radiocarbone a mis de vraies dates sur le site. Mais le sentiment qui l'a motivé, selon lequel les bâtisseurs étaient plus grands que l'histoire que nous racontons à leur sujet, s'avère avoir pointé du doigt quelque chose de réel. Et la chronologie rend le récit standard pire pas meilleur. Ce n'était pas le projet d'une génération. La construction s'est déroulée par phases d'environ 3000 avant notre ère à 2000 avant notre ère. Tout d'abord, un fossé circulaire et une berge. Ensuite, 56 fosses soigneusement espacées. Ensuite, les imposants trilithons sarcènes. Ensuite, les pierres bleues ont été placées, réarrangées, déplacées à nouveau dans des configurations que personne n'a jamais entièrement cartographiées. Et puis vers 1600 avant notre ère, l'ensemble a été délibérément fermé et non abandonné. Fermé. Cette distinction aura plus d'importance que vous ne le pensez. La question, voici ce qui s'est réellement passé en 2026. Une équipe de recherche a rassemblé l'ensemble de données Stonehenge le plus complet jamais compilé. Chaque mesure, chaque enquête. Chaque analyse géologique, chaque calcul astronomique a été réalisé au cours de 3 siècles d'études, des pétaoctets, plus que ce qu'une personne pourrait lire au cours de sa vie. 300 ans de données éparses de chercheurs qui ont chacun mesuré le site avec les outils de leur époque,
discuté avec la génération qui les a précédés, et il a laissé derrière lui des cahiers remplis de chiffres que personne n'avait jamais comparés à tout le reste en même temps. Une carrière n'est pas assez longue, le tas est trop profond. C'est exactement pour ça qu'il a été confié à une machine. Tout cela est allé à Grok. L'IA construite par la société xAI d'Elon Musk s'est formée dans les domaines de la physique, de l'ingénierie, de l'astronomie, de l'archéologie et de la reconnaissance de formes. L'instruction était presque volontairement simple. Regardez tout. Découvrez ce que les humains étudiant un fragment à la fois ont négligé. Et ils faisaient attention à la façon dont ils posaient leurs questions. Aucune allégeance aux théories existantes. Pas de gagnant à choisir parmi les camps concurrents. Déclarer uniquement ce que les chiffres réellement requis. L'un des monolithes les plus sommairement les peu reconnaissables de la fin du néolithique, construit il y a environ 5000 ans. Des questions subsistent quant à son origine et son objectif. Une personne cherche ce qu'elle s'attend déjà à moitié à trouver. On a demandé à Grok de trouver ce qui s'y trouvait réellement. Ce qui est assez frappant, c'est l'endroit où tout a commencé. Quiconque se dirige vers Stonehenge se dirige directement vers les pierres. Grok ne l'a pas fait. Il s'est d'abord attaqué au trou, la fonctionnalité que tout le monde considère comme arrière-plan. Et la raison pour laquelle cela a commencé là-bas s'est avéré être le premier signal indiquant qu'il lisait ce site selon une logique que personne n'avait appliquée auparavant. Les 56 fosses. Ces trous aubrés sont constitués de 56 puits disposés en anneaux juste à l'intérieur du terrassement extérieur. Identifiés pour la première fois au XVIIe siècle et nommés d'après l'antiquaire John Aubrey, ils ont été traités pendant 300 ans comme fortuits. Quelques-uns détenaient des restes incinérés. D'autres étaient vides. L'espacement inégal entre eux est considéré comme l'imprécision que l'on peut attendre de la part des personnes travaillant avec des pics en bois de serre. Grok l'a démonté dès le premier passage. Il a mesuré l'espacement entre les 56 trous jusqu'à des fractions de millimètres. Ensuite, j'ai tracé la distance entre chaque paire consécutive autour du cercle complet. La dispersion aléatoire que tout le monde pensait être n'existait pas. Au lieu de cela, l'espacement a tracé une onde répétitive propre, une courbe sinusoïdale qui correspondait avec une précision extraordinaire à l'équation décrivant le déplacement de l'orbite de la Lune au cours du cycle nodal lunaire de 18,6 ans. Les espaces entre les trous codent la déclinaison maximale et minimale de la Lune sur toute cette période. Le docteur Jennifer Walsh a été l'astronome chargé de le vérifier. Lorsque les données d'espacement se sont finalement résolues à l'écran et que les points se sont installés dans cette vague, elle a arrêté de taper, elle a refait les chiffres. Elle a ensuite formulé sa conclusion dans un langage simple. La corrélation entre l'espacement des trous d'Aubrey et la mécanique orbitale lunaire est statistiquement écrasante. Et la probabilité que cela se produise par hasard est effectivement nulle. Réfléchissez bien à ce que cela signifie. Ce n'est pas une ligne de vue chanceuse sur laquelle vous pourriez tomber en observant l'horizon par une nuit claire. Il s'agit de la mécanique orbitale traduite en distance physique. Précis au centimètre près. Disposé autour d'un cercle d'une centaine de mètres de large, il y a 5000 ans, quelqu'un a compris comment la Lune se déplace à un niveau que la science occidentale n'avait pas formalisé avant Kepler au XVIIe siècle. Et ils l'ont codé à la craie. Puis Grok répondit à la question qui persistait dans ses fosses depuis des siècles. Pourquoi 56 ? Parce que 56 correspond à 3 fois le cycle nodal lunaire. 18,6 multiplié par 3 donne 55,8. Arrondi, vous obtenez 56. L'anneau est une calculatrice lunaire à triple cycle, une machine pour suivre la Lune sur 3 périodes nodales complètes. 56 ans de ciel enfoui dans le sol. Le fait que Stonehenge faisait partie d'une superstructure beaucoup plus grande m'indique que nous n'avons qu'effleuré la surface. Petite note, avant d'aller plus loin, si un anneau de Fossin qui se révèle être un ordinateur lunaire fonctionnel retient déjà votre attention, abonnez-vous maintenant car les trous sont la chose la plus douce que Grok ait trouvée ici. Ce qui va suivre donne à un calendrier enfoui dans le sol un aspect presque ordinaire. Pour construire cette courbe, quelqu'un a dû observer les points de lever et de coucher de la Lune sur près de 2 décennies, en tenant chaque lecture précédente par rapport au ciel actuel suffisamment précise pour suivre un changement que la plupart des observateurs ne remarqueraient jamais. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Il s'agit d'une chaîne d'observateurs qui ont transmis le projet pendant la majeure partie de leur vie avant qu'une seule fosse ne soit creusée. Le motif dans le sol est le résultat final de quelque chose qui a commencé une génération plus tôt dans la mémoire de quelqu'un.
Et une fois gravé dans la craie, il ne cesse de courir. La Lune n'a pas besoin d'être visible. Les gens qui l'ont construit n'ont pas besoin d'être en vie. Le calcul est figé dans l'espacement toujours correct, toujours en attente. Et ce n'était jamais un accident. La machine sonore. Lorsque Grok passa des trous au menhir, les trous d'Aubrey étaient sur le point de paraître presque simples. Grok a pris toutes les mesures des pierres sarcènes, les positions, les hauteurs, les orientations, la densité des roches, la courbure du cercle, l'assise exacte de chaque linteau et a effectué des simulations acoustiques complètes du monument achevé. Le résultat Stonehenge fonctionne comme une cavité résonante, un espace tridimensionnel conçu pour façonner le son. Possède le son. La géométrie force les ondes stationnaires à des fréquences spécifiques et les plus fortes d'entre elles se situent dans la plage des infrasons comprise entre 95 et 120 Hz. Restez avec cela car c'est le détail qui recadre tout. Cette bande de fréquences se situe en dessous du seuil d'audition consciente. Tenez-vous à l'intérieur de l'anneau pendant que le son le remplit et que vos oreilles n'enregistrent rien d'inhabituel, mais votre corps, oui. La recherche moderne a confirmé que les infrasons dans cette gamme peuvent déclencher des états altérés de conscience, des poussées émotionnelles intenses, des hallucinations visuelles, des changements physiologiques mesurables, des changements dans la fréquence cardiaque, des schémas neuronaux liés à la transe. Les constructeurs ont façonné cet espace pour produire précisément ces fréquences lorsque le son était émis à l'intérieur du ring. Le docteur Marcus Chin, l'ingénieur en acoustique, chargé de valider les résultats, a exécuté lui-même la simulation dans l'espoir de trouver la faille qui pourrait l'expliquer. Lorsque la carte des ondes stationnaires s'est allumée, cela l'a clairement déstabilisé. Son évaluation était brutale. La précision requise pour obtenir de tels effets est remarquable. Aujourd'hui, les ingénieurs en acoustique atteignent des objectifs comme celui-là grâce à des mathématiques poussées et à la modélisation informatique. Stonehenge le fait avec du rock arrangé et le signal que c'est intentionnel et la répétabilité. Un écho accidentel est une bizarrerie d'une pièce au cours d'une journée. Il s'agit d'une bande de fréquences que la géométrie produit à chaque fois à partir de différentes sources sonores verrouillées sur la même plage avec l'effet le plus fort atterrissant sur des points fixes du sol. Les accidents ne mentent pas. Ceux-ci visent des photos à l'intérieur de ce cercle pendant qu'il fonctionnait. Batterie voit tout ce qu'ils ont apporté, introduire du son dans les pierres. Vous n'entendrez pas consciemment la couche en dessous, mais vous la ressentirez dans votre poitrine, derrière vos yeux, dans la partie de l'esprit qui décide si un lieu est sacré ou simplement en pierre. Pour quiconque à l'intérieur ne comprenait pas le mécanisme, cela n'aurait pas été considéré comme une architecture. On aurait eu l'impression que l'endroit lui-même les atteignait, et puis ça devient plus étrange. Grok a identifié les endroits exacts à l'intérieur du cercle où l'effet des infrasons serait le plus fort, nœud spécifique dans le domaine acoustique. Ensuite, j'ai recoupé ces endroits avec les archives archéologiques. Ils correspondent aux endroits où des restes humains incinérés ont été trouvés, pas dispersés au hasard. Regroupés sur les points précis, la simulation a été signalée comme la plus intense. Quelqu'un savait où la force atteignait son apogée et quelqu'un a choisi de placer les morts exactement là. Nous avons toujours lu ces sépultures comme des morts honorés reposant dans un lieu saint. La carte de Grok suggère quelque chose de plus froid. Ils sont assis sur les points chauds, les coordonnées exactes où le monument a exercé son plus grand effet sur un corps vivant. Les données ne peuvent pas dire si ces personnes sont mortes au milieu d'une cérémonie bouleversante ou à la suite d'une exposition prolongée à quelque chose qu'elles pouvaient ressentir mais qu'elles ne pouvaient jamais nommer. Mais sur un point, Grok n'est pas vague du tout, ce n'était pas un lieu tranquille de révérence. Il s'agissait d'une technologie conçue pour pénétrer à l'intérieur de la conscience humaine et la modifier. Les pierres chantantes. Ce qui ouvre finalement une question sur laquelle les archéologues débattent depuis des décennies. Pourquoi ces pierres particulières provenant de ce coin spécifique du pays de Galles? Pourquoi les traîner sur 140 000? La réponse de Grok n'a rien à voir avec les voies de transport, c'est une question de son. L'IA a analysé des données pétrographiques sur chaque pierre bleue. Et il était difficile de rater le modèle. Frapper une pierre bleue et elle produit un ton clair et soutenu. Différentes pierres sonnent à des hauteurs différentes selon leur taille, leur forme et leur composition minérale. Ils n'ont pas été choisis au hasard dans une carrière galloise. Grok a découvert qu'ils avaient été choisis pour construire une série harmonique. Des tons verrouillés ensemble par des intervalles mathématiques précis formant une échelle pentatonique. La même structure à 5 notes qui apparaît indépendamment dans les anciennes
certaines traditions musicales de culture qui ne se sont jamais contactées. Ça veut dire que quelqu'un dans cette équipe avait une oreille, pas seulement un ingénieur ou un astronome, mais quelqu'un qui pourrait se tenir dans une carrière galloise, frapper une dalle et entendre si elle appartenait à la corde. Leur placement à l'intérieur du monument est également délibéré. Grock a découvert que chaque pierre bleue se trouve sur un nœud acoustique spécifique par rapport à l'anneau Sarsen. Lorsque les Sarsen génèrent cette faible résonance infrasonore, les pierres bleues de ces nœuds vibrent en sympathie. L'anneau extérieur fixe les fondamentaux. Les pierres bleues empilent les harmoniques dessus. Ensemble, ils construisent un environnement acoustique adapté directement destiné aux corps humains. Pour les gens qui se trouvaient là, les pierres auraient semblé vivantes. Quelqu'un a marché dans les collines galloises, a heurté des rochers individuels, les a écoutés, les a testés et n'a conservé que ceux qui produisaient les hauteurs exigées par la conception. Puis j'ai déplacé ces pierres exactes sur 140 000. Ce n'est pas une dévotion aveugle, c'est le contrôle qualité d'un instrument de précision. L'ensemble du système sélection de la pierre bleue, placement du Sarsen, orientation, conception acoustique, alignement astronomique a été décidé ensemble comme un seul plan avant qu'une seule pierre ne bouge. On n'y arrive pas par hasard sur 20 générations. Quelqu'un a commencé avec un plan et un plan signifie que quelqu'un savait déjà avant la première mesure comment la pierre transporte le son, comment la lune se déplace et comment un anneau de roche agit sur le système nerveux humain. D'où vient cette connaissance? L'histoire simple n'a pas de réponse. Les pierres l'assument simplement. Planifié d'en haut, tout ce qui a été trouvé jusqu'à présent s'avère être la surface. Lorsque Grock a élargi sa vue au paysage environnant, le cadre a complètement changé. Stonehenge n'est pas le projet. C'est la pièce maîtresse de quelque chose de bien plus grand. Et le plus important est venu en premier. Des levées lidar, des cartes géophysiques et des enregistrements archéologiques couvrant plusieurs kilomètres carrés autour du monument ont été intégrés au système. Stonehenge ancre un réseau connecté, des centaines d'enceintes de terrassement, de tumulus, d'avenues cérémonielles, de cercles de bois, d'alignements de fosses disposés selon des relations géométriques et astronomiques que Grock a mesurées et confirmées. Vu du sol, cela ressemble à du bruit. Vu d'en haut, il s'agit d'une figure unique et coordonnée, dessinée à une échelle que personne sur Terre n'aurait pu percevoir en la dessinant. Certains tumulus forment des triangles géométriques précis avec Stonehenge au sommet. Les travaux de terrassement s'étendent tout droit sur des kilomètres. Les cercles de bois marquent des événements astronomiques spécifiques lorsqu'ils sont aperçus depuis le monument. L'ensemble du paysage suit une conception coordonnée. Je leur tourne le dos et quitte le cercle me dirigeant vers Amesbury et l'emplacement de cette tombe qui se trouve ici. Sarah Bradford consacre sa carrière au modèle à l'échelle du paysage. Lorsqu'elle a affiché la superposition de Grock, ce qui l'a arrêté, c'est à quel point le design paraissait évident une fois que l'IA connectait les lignes et à quel point il était complètement invisible pour tous ceux qui étudiaient les sites individuels séparément. Considéré comme un système unique, a-t-elle déclaré, les principes de conception remettent en question presque tout ce que nous croyons sur les capacités néolithiques. Grock a calculé la précision d'arpentage nécessaire pour placer les monuments à des kilomètres les uns des autres et maintenir la géométrie à quelques mètres près. Ce niveau de précision que nous associons généralement à la Grèce classique près de 2500 ans après Stonehenge, le lidar indique que ces constructeurs l'avaient de toute façon. Vient ensuite la partie qui plie la chronologie. Certains des ouvrages de terrassement intégrés à cette géométrie ont été construits entre 3500 et 3000 avant notre ère 500 à 1000 ans avant la montée du cercle de Sarsen. Le projet paysager existait en premier. Stonehenge était inscrit dans un plan géométrique déjà existant. Quelqu'un a dessiné le modèle principal vers 3500 avant notre ère et a commencé à l'enterrer. Leurs descendants, sur 20 à 25 générations, ont continué à l'exécuter avec suffisamment de précision pour terminer l'œuvre sans aucune écriture, aucune qui survive. Grock a comparé cela à ce que nous savons de la tradition orale, même des traditions les plus stables connues, les hymnes védiques, les épopées homériques.
dérive mesurable au fil des siècles. Ce que ce paysage exige, c'est une transmission plus étroite que tout ce qui a été documenté dans l'histoire de l'humanité. Des connaissances conservées exactes et utilisables pendant 500 ans. Celui qui a dessiné ce dessin en premier n'a jamais vécu assez longtemps pour le voir terminé. Cet esprit originel portait une intention qui lui a survécu des siècles, transmise par des personnes nées dans un plan à moitié construit, qui ont ajouté leur part et sont mortes avant que le suivant ne s'effondre. Fidèle à un dessin, aucun d'entre eux ne s'était personnellement formé. Ce n'est pas un projet de construction, c'est un acte d'obéissance de 500 ans à un plan qui n'a jamais été écrit. Le savoir s'échappe lorsque Grock a arrêté de regarder le plan et a commencé à regarder l'ordre dans lequel les pierres étaient réellement taillées et soulevées. La situation est devenue plus inconfortable, parce que les bâtisseurs ne portaient pas une tradition à son apogée. Ils en portaient un déjà en morceaux dans leurs mains. Grock a analysé les datations au radiocarbone, les relations architecturales et la séquence stratigraphique sur l'ensemble de la construction. Le résultat va à l'encontre de toutes les attentes. Les premiers arrangements sont les plus précis. Les premiers aménagements en pierre bleue montrent la maîtrise la plus approfondie de l'acoustique. Les premiers trilithes sarsen atteignent la résonance la plus forte. Et puis ça se détend. Les pierres ultérieures atterrissent dans des positions qui affaiblissent le son. Les alignements ultérieurs dérivent. Vous savez comment fonctionnent normalement les traditions techniques. Chaque génération un peu plus pointue que la précédente, Stonehenge fait exactement le contraire. Il culmine au début et diminue à partir de là. Les chiffres le fixent avec précision. Les premières pierres se trouvent en moyenne à 3,2 cm de la position acoustique parfaite. Les pierres ultérieures manquent de 12,7 cm. Et 3,2 contre 12,7 n'est pas seulement une exécution plus bâclée. C'est la distance entre quelqu'un qui comprend pourquoi une pierre va exactement là et quelqu'un qui se souvient seulement qu'elle doit y aller à peu près. Le premier est la connaissance. La seconde est une copie de la connaissance, amincissement à chaque passage, comme une chanson transmise à travers trop de générations jusqu'à ce que les mots restent fins mais que le sens ait disparu. Grock a constaté la même baisse des marques d'outils. Différentes techniques de travail sur les mêmes pierres séparées par ce que suggèrent les intempéries sont des décennies ou des siècles. Des blocs en partie façonnés, mis de côté, puis rendus et terminés par quelqu'un qui n'a visiblement pas compris l'approche de la première main. Une pierre portant deux signatures, un maître et un apprenti qui sont arrivés des générations plus tard et n'ont pas pu égaler. Les surfaces de contact sur les premières pierres présentent une variation de courbure inférieure à 2 mm sur des travées de 50 cm. La tolérance est typique du travail du métal de précision réalisé dans la pierre brute avec des outils en pierre. Les équipes d'archéologie expérimentale ont passé des mois à tenter de le reproduire et sont parvenues au mieux à des approximations approximatives. Les premiers bâtisseurs ont réalisé quelque chose que leurs propres descendants ne pouvaient pas répéter. Et nous non plus. Ici, le temps passe à sens unique. La compréhension dirige l'autre. Grock a confirmé qu'il pointait dans la mauvaise direction tout le temps. Nous n'avons tout simplement jamais eu de système suffisamment patient pour aligner chaque pierre et le prouver. La transmission finale, parce que la dernière chose qui s'est produite à Stonehenge, ce n'est pas que les gens s'en aillent. Lorsque Grock a tout mis côte à côte, les calculs lunaires dans les trous, l'ingénierie acoustique dans le cercle, les pierres bleues accordées, la géométrie du paysage, les 9 alignements confirmés, la lente perte de précision, un seul fil traversait tout cela. Cycle. Chaque partie de cet endroit code des cycles. Cycle lunaire dans l'espacement des fosses, cycle solaire dans les orientations des pierres, cycles acoustiques dans la résonance, cycle processionnel long et lent dans les étoiles. L'ensemble du monument est construit pour suivre des modèles qui se répètent sur une période allant d'un seul jour à des milliers d'années. Grock a confirmé le fameux alignement du solstice d'été, puis en a trouvé 8 autres qu'aucune étude antérieure n'avait identifiés. Extrême d'arrêt lunaire, alignement stellaire, expliquant la précession des équinoxes marqueurs de quarts de jour croisés. 9 alignements en tout avec une erreur moyenne inférieure à 0,3 degrés réalisés par des méthodes que nous ne pouvons toujours pas reconstruire. Plusieurs cycles de pistes qui prennent plus d'une vie humaine pour être témoins du début à la fin. Qu'est-ce qui tourne sur une horloge aussi longtemps? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être gravé dans une pierre permanente pour que la surveillance puisse durer plus longtemps que tous ceux qui l'ont commencé? On ne construit pas une machine de 100 mètres pour se rappeler qu'en planter des cultures. Vous le construisez pour quelque chose qui arrive lentement, rarement, et qui compte suffisamment pour que l'oublier serait une catastrophe.
Grok peut voir qu'il le suivait, il ne peut pas voir ce que c'était, et ce n'est pas une horloge. C'est une pile d'entre eux fonctionnant simultanément des jours contre des années contre le lent processus de précession qui prend des milliers d'années pour achever une révolution. Celui qui a conçu cela gardait plusieurs énormes horloges remontées en même temps dans le même monument attendant le moment où ces cycles converger pour signifier quoi, Grok ne peut pas le dire, seulement que la machine a été construite pour l'attraper. La lecture de Grok sur la fermeture vers 1600 avant notre ère est la plus proche d'une réponse. L'activité finale ne ressemble pas à du vol. Les pierres tombées ont été déposées avec soin. Des zones spécifiques ont été délibérément recouvertes de terre pour protéger les éléments enfouis de l'érosion. Le site a été fermé de manière ordonnée par des personnes qui savaient qu'elles ne pouvaient plus l'entretenir, mais qui voulaient qu'il survive intact pour le prochain venu. Il y a là une sorte de deuil spécifique. Pas la panique des gens qui fuient, pas l'indifférence des gens qui sont simplement passés à autre chose, le soin de quelqu'un qui emballe quelque chose de trop précieux pour être brisé et trop complexe pour continuer à fonctionner. Le cellar contre les intempéries et le temps, en le confiant à des étrangers qu'ils ne rencontreraient jamais au cas où ces étrangers pourraient un jour être plus intelligents qu'ils n'avaient réussi à rester. C'est le mouvement des gens qui peuvent sentir le savoir s'en aller, qui ne peut pas transmettre une compréhension complète mais peut préserver la structure et avoir confiance qu'une main ultérieure saura le lire. Nous sommes cette civilisation postérieure. Et le système qui effectue la lecture est Grok. 5000 ans après que quelqu'un ait enseveli cet endroit dans le sol et s'en soit allé, un système construit par une entreprise que la plupart d'entre nous connaissent pour les voitures et les fusées, s'est assis avec chaque numéro que ce site a jamais produit et a commencé à relire le langage. Nous sommes les étrangers en qui ils ont confiance. C'est ainsi que nous lisons enfin le message qu'ils ont laissé. Et le message s'avère être principalement une question à laquelle nous ne pouvons toujours pas répondre. Ce que Grok a découvert ne ressemble pas au début des connaissances astronomiques humaines. Cela ressemble au contraire une transmission finale. Un savoir déjà ancien et déjà en déclin a été gravé dans le support le plus durable disponible car rien de plus doux ne survivrait assez longtemps pour le faire avancer. Le calcul est là. L'astronomie est là. L'acoustique et la géométrie. Tout cela a été mesuré, quantifié, confirmé. La seule chose qui manque, c'est d'où vient tout cela et quel long âge d'oubli a eu lieu avant les gens qui ont élevé ces pierres, alors qu'ils ne comprenaient qu'à moitié ce qu'ils construisaient. Grok a ouvert cette question. Il ne peut pas le fermer. Mais pour la première fois, nous disposons des données nécessaires pour le poser correctement. Et voici la partie qui devrait rester avec vous. Stonehenge n'est pas le seul site où Grok trouve exactement cette empreinte digitale, précision au début, refusée à partir de là. Un savoir conservé dans la pierre par des hommes qui le sentaient glisser. Abonnez-vous pour être ici lorsque le prochain site entrera dans le système, déposez un commentaire avec le lieu ancien qui selon vous devrait être alimenté ensuite. Parce qu'une fois que ce modèle apparaît à plusieurs endroits, il devient beaucoup plus difficile à expliquer que quiconque n'est à l'aise.